La Professional Fighting League a été lancée en 2018 par le capital risqueur Dawn Vision, à la suite de l'acquisition de la World Series of Fighting. En tant que promotion, elle tente de se distinguer des autres ligues de MMA, et à première vue, cela semble assez simple à comprendre. Imaginez simplement les combattants comme les joueurs d'équipes de football de la Premier League ou de la NFL, qui s'affrontent pour marquer des points dans le but d'atteindre les phases éliminatoires. Simple, non? Eh bien, pas tout à fait. Dès qu'un fan potentiel essaie de plonger ne serait-ce qu'un peu dans l'univers de la PFL, il se retrouve face à un méli-mélo de sous-ligues, de changements de règles, de jargon de niche hermétique et d'une confusion générale. À tel point qu'après 5 minutes à tenter de comprendre les fonctionnalités déroutantes de leur site web, on finit simplement par se demander « C'est quoi, au juste, la PFL ?» Alors, commençons par le début. Adoptons une approche de bonne foi. En tant que membre de la communauté des arts martiaux mixtes, nous devrions accueillir favorablement les alternatives aux pratiques monopolistiques de l'UFC, qui actuellement étouffent les opportunités pour les combattants et limitent les choix pour les fans. L'erreur que commettent la plupart des nouvelles promotions de MMA lorsqu'elles essaient de rivaliser avec l'UFC, c'est qu'elles font tout, presque exactement comme Dana, mais ayant quelques différences insignifiantes. Pride s'est imposé comme une véritable rivale de l'UFC à son apogée grâce à sa mise en scène spectaculaire et à son règlement radicalement différent qui la rendait unique. Pendant ce temps, des promotions comme Bellator ont essayé de faire croire qu'elles proposaient un produit différent, simplement parce que leur cage était ronde et non octogonale. Fou, non? Donc, il faut saluer la PFL pour avoir tenté de se démarquer en utilisant un système de ligue basé sur des points. Et en théorie, ce n'est pas si mal que ça. En liant les performances des combattants à une valeur numérique, cela rend le processus de sélection pour un combat de titre plus méritocratique. On n'assisterait pas à une situation comme celle de l'UFC, où Tony Ferguson n'a jamais eu l'opportunité de disputer un titre unifié après 12 victoires consécutives, tandis qu'Alex Pereira s'est retrouvé à combattre pour un championnat après seulement 3 combats. La PFL mérite également d'être saluée pour son approche légèrement plus progressiste en matière de rémunération des combattants. Par exemple, pendant les confinements liés au COVID, la PFL a versé des allocations mensuelles pour aider ces athlètes qui ne pouvaient plus vivre de la compétition. Ils offrent également un pourcentage bien plus élevé des ventes en pay-per-view à leur tête d'affiche et proposent une énorme récompense de 1 million de dollars aux vainqueurs de chaque saison. Alors peut-être que la PFL est destinée aux vrais passionnés du sport, à ceux qui veulent voir les combattants récompensés pour leur travail acharné, et non pas en fonction de leur volonté à sombrer dans des provocations vulgaires pour vendre du pay-per-view. La PFL est fière d'être un endroit où les combattants doivent mériter leur place, et estime avoir atteint cet objectif grâce à son système de points uniques. L'une des plus grandes différences entre la PFL et les autres ligues de MMA, c'est qu'elle fonctionne avec un système de points. Donc, les combattants doivent réellement gagner leur place pour un combat de titre en accumulant des points dans la cage, et non simplement auprès du matchmaker. Aussi intriguant que soit ce système de points, le fait demeure que le format de ligue ne se transpose pas facilement au MMA. Le premier problème majeur est que, puisque tous les combats ne sont pas organisés de manière spontanée, mais plutôt programmés comme un calendrier de football, cela rend en réalité le système méritocratique. Cela le rend aléatoire, ce qui est très différent. Imaginez une ligue de football où chaque équipe affronte les autres 2 fois par saison pour déterminer qui sera la meilleure. Cette méthode fonctionne car cela répartit les variables possibles sur de nombreuses équipes et sur une longue période afin d'obtenir une moyenne des performances de chaque équipe au cours de la saison. Dans la PFL, chaque catégorie de poids a sa propre ligue composée de 10 combattants pour la saison. Et je suis sûr que vous voyez déjà le problème. Chaque combattant ne pourrait tout simplement pas affronter tous les autres une fois, encore moins 2 fois, en une seule année. Ce qui signifie que les combattants n'affrontent que 2 des 10 adversaires possibles avant d'atteindre les phases éliminatoires de la compétition. Étant donné que le roster de la PFL est principalement composé d'anciens combattants de l'UFC à la retraite et de prospects régionaux, le niveau de talent dans ces divisions varie énormément. Votre progression dépend moins de vos compétences que de la chance que vous avez eue lors du tirage de vos adversaires potentiels. Cela soulève inévitablement une question. S'il n'y a que 10 places dans chaque catégorie de poids, comment détermine-t-il qui se qualifie pour ces places? Dès cet instant, le plan commercial de la PFL commence à s'effondrer. Ainsi, pour pouvoir accéder à la saison régulière du tournoi, la PFL a mis en place une sous-division appelée la PFL Challenger Series, dans laquelle de jeunes athlètes prometteurs s'affrontent pour obtenir une place régulière. Génial. Cependant, cette sous-ligue n'opère qu'en Amérique du Nord, ce qui signifie que, à moins que la PFL ne veuille devenir la National Football League du MMA, elle devra créer d'autres sous-ligues ailleurs. Et donc, naturellement, nous avons la PFL Europe.
32 combattants répartis en 4 catégories de poids différentes, représentant des pays de toute l'Europe. Ceci, tout comme la Challenger Series, est une ligue permettant aux athlètes européens de se battre pour avoir l'opportunité d'accéder à une ligue supérieure. Mais il y a aussi sa deuxième ligue internationale, la PFL MENA. 32 combattants répartis sur 4 catégories de poids différentes s'affronteront selon le même format de saison régulière, dont la saison se déroule en Arabie Saoudite. Et qui pourrait oublier la toute dernière annonce, celle de la PFL Africa, qui sera lancée en 2025 avec leur dernière recrue majeure, Francis Ngannou, en tant que président? Les vainqueurs de la PFL Europe, MENA et Africa se verront attribuer une place dans la saison régulière à 10 combattants. Mais voici une grande question, étant donné à quel point le MMA est bien plus compétitif en Europe qu'en Afrique et au Moyen-Orient. Est-ce même logique que chacune de ces ligues obtienne le même nombre de places? Si, sur les 10 places de la saison régulière, 4 proviennent des ligues de développement de la PFL, comment décide-t-on qui obtient les 6 autres? On pourrait supposer qu'au moins 3 viendront de la PFL Australie, la PFL Amérique latine et la PFL Asie, qui sont 3 autres sous-ligues prévues pour 2025. Mais qu'en est-il des autres? Il semble que la PFL invente simplement des réponses à ces questions sur le moment, en improvisant ses décisions. La PFL lance des ligues régionales à travers le monde. Nous créons la Ligue des champions du MMA. Ou bien, il suffit d'avoir une carte de combat normale comme tout le monde. Il n'y a aucune raison pour que cela ait l'air d'un sport totalement différent. Malgré un marketing désastreux, un règlement affaibli et un roster de second rang, la PFL bénéficie d'un avantage. Une grande quantité de liquidités provenant d'investisseurs fortunés, à jeter par les fenêtres. Dans un récent acte de dilapidation financière pour des raisons discutables, la PFL a racheté une organisation en fin de vie, Bellator, vers la fin de l'année 2023. Or, acheter Bellator n'était pas une mauvaise idée en soi. Certes, ils avaient une esthétique médiocre, une faible reconnaissance de marque et perdèrent de l'argent à chaque événement. Mais ils disposaient tout de même d'un roster à moitié correct, composé de quelques boxeurs relativement connus parmi les fans les plus assidus. Il était donc parfaitement logique de fusionner les deux rosters pour constituer un bassin de talent encore plus solide, à proposer aux fans comme une alternative à l'UFC, dont le roster s'était quelque peu appauvri ces dernières années. Fusionner le tout en une seule entité serait la chose la plus excitante, et organiser des combats entre les champions de Bellator et ceux du PFL, ou entre des combattants de Bellator et du PFL, sous la bannière du PFL, semble probablement être la solution la plus logique à long terme. Mais non. Plutôt que d'intégrer le roster de Bellator dans le PFL, ils ont décidé de créer une nouvelle sous-ligue appelée la Bellator International Championship Series. Ce qui est curieux, c'est que ce n'est pas une ligue de développement pour la saison régulière, comme les autres sous-ligues, mais qu'elle suit plutôt le format traditionnel de l'UFC, avec des champions en titre défendant leurs anciennes ceintures Bellator, séparément du reste du PFL. Mais en gros, vous construisez une marque où les gens ne savent pas ce qu'ils sont censés regarder, et en plus de ça, c'est difficile de savoir où regarder. À ce stade, les fans supplient la PFL de simplement clarifier les choses. Tout le monde est d'accord pour une alternative à l'UFC qui rémunère correctement les combattants, mais on avait juste l'impression qu'à chaque occasion, la PFL faisait tout pour être aussi difficile à suivre et à comprendre que possible. Et juste au moment où l'on pensait que cette organisation ne pouvait pas devenir plus troublante, la PFL a annoncé une division de Super Fight. Expliquer exactement pourquoi la division Super Fight du PFL est l'un des incidents drôlement ironiques de la promotion récente du MMA est difficile, mais cela vaut vraiment la peine qu'on s'y attarde. Vous voyez, lorsque Francis Ngannou a quitté l'UFC et a signé avec la PFL, sa principale motivation était qu'il ne se sentait pas respecté par l'UFC, et cela se reflétait dans sa rémunération. En tant qu'entrepreneur indépendant, je dois veiller sur moi-même et faire ce qui est juste pour moi. Il a signé avec la PFL en partie parce qu'on lui proposait 30 millions de dollars, mais aussi parce qu'il voyait en cette organisation une structure plus méritocratique qui traitait et rémunérait ses combattants bien mieux que son ancien employeur. Comme tout ce que fait la PFL, cela semble logique au départ, jusqu'à ce qu'on y regarde de plus près. Mais Francis est de loin le joueur le plus précieux de sa promotion et le mettre en danger un risque. Combattre et perdre contre un inconnu dès le premier tour de la Challenger Series ou de la saison régulière pourrait être catastrophique pour leur investissement. Ils ont donc dû créer une nouvelle sous-ligue pour des combattants comme Francis, trop précieux pour être exposés au risque d'un format de ligue. Et ainsi, la division Superfight du PFL est née. Mais la division Superfight ne fonctionne pas comme les autres ligues du PFL. Au lieu de mériter une place en finale, les combats sont basés sur le statut et la notoriété des individus qui y participent.
En résumé, la division Superfight fonctionne exactement comme l'UFC, sauf que maintenant Jake Paul est devenu Dana White et que presque personne ne regarde. Rejoins le PFL, bébé. D'accord, les têtes d'affiche de la division Superfight du PFL recevront 50% des ventes en pay-per-view. Dans cette nouvelle division Superfight du PFL, nos combattants recevront 50% des revenus. Mais quand le consensus général est que les chiffres du pay-per-view du PFL ne dépasseront probablement pas les 50 000, 20% des 500 000 pay-per-view de l'UFC commencent à sembler bien plus attrayants. Attends une minute, attends. Jake Paul. Mesdames et messieurs, la saison du PFL est de retour. Oui, Jake Paul est techniquement le cofondateur de la division Superfight et détient le titre officiel de responsable de la défense des combattants. En échange, la PFL s'attend à ce que Jake dispute son premier combat de MMA sous leur bannière et qu'il utilise son influence pour attirer plus de public. Je veux vraiment que ce soit un combat de MMA. Non, les gars, regardez, ce qui nous amène à notre prochain sujet de discussion. Pourquoi est-ce qu'on nous impose constamment tous ces artifices? Signer Francis Ngannou et le nommer président, c'est une chose. C'est un ancien champion du monde, apparemment animé de bonnes intentions envers les autres athlètes. Mais nommer Jake Paul à la tête de la défense des combattants sur la vague promesse qu'il pourrait un jour honorer votre cage de sa présence sans aucune expérience en MMA, ça donne juste l'impression d'un coup désespéré pour attirer l'attention. Et ce n'est pas tout. Qui pourrait oublier le concept étrange de la cage intelligente? L'idée étant que la cage enregistre et transmet des informations importantes aux spectateurs. Sauf que presque aucune des informations fournies n'est réellement importante ou utile. Je n'ai vraiment rien de négatif à dire sur le PFL, sauf que vous devez être cinglé pour me balancer ces calculs inventés de toutes pièces. Ils affichent à l'écran des descriptions de vitesse, de choses qui, encore une fois, ne veulent rien dire. Genre, un coup de poing à 30 km à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Il pourrait y avoir un terrain d'entente. On pourrait les afficher pendant peut-être 20 secondes par round, mais pourquoi couvrir tout l'écran? Je déteste vraiment ça fait cheap et ça détourne l'attention du combat. Et parfois, il y a quelque chose à l'écran que tu aimerais voir, mais maintenant c'est bloqué. Parce qu'il y a littéralement un graphique de 10 cm de haut sur 15 de large, c'est dingue. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Cela fait écho à la tendance récente des fausses promesses qu'on nous vend dans notre vie quotidienne. Les technologies de nouveauté comme Google Glass, les téléviseurs 3D, l'Apple Vision et le Meta sont toutes présentées comme des idées révolutionnaires censées changer votre expérience avec les médias. Mais elles s'avèrent être tout autant une tentative de se remplir les poches que les NFT, sur lesquels la PFL a aussi décidé de surfer en 2020. Ce qui, sans surprise, n'a eu qu'un succès modeste. Le jeton de fan de la PFL était censé permettre aux fans d'interagir avec leurs boxeurs préférés, accéder à du contenu exclusif et même voter pour les combats et les primes. Mettons de côté l'hypocrisie de se proclamer une méritocratie tout en organisant un concours de popularité pour les combats principaux et les primes, et concentrons-nous sur le fait que cela s'est également révélé être un échec retentissant. Presque aucune des fonctionnalités ne marchait comme prévu, et des avis sur Cockpilot affirment que l'entreprise responsable est en réalité composée d'escrocs et d'arnaqueurs. Et, de manière douloureusement prévisible, un autre gadget technologique de la PFL a fini à la poubelle. Puisqu'on parle de technologie, jetons un œil au site web de la PFL, qui, à toutes fins utiles, revient à essayer de résoudre le code Da Vinci, sauf que le cryptex est recouvert de lubrifiant. Et en feu. Les informations les plus basiques sur le fonctionnement réel de la Ligue sont assez faciles à trouver. Mais comprendre exactement comment toutes les ligues et sous-ligues étaient censées interagir entre elles a nécessité une quantité considérable de recherches sur Google. Cliquer sur l'onglet des classements, par exemple, ne montrait que les résultats de la saison régulière, ce qui est déjà déroutant en soi. Mais ce qui rend les choses encore pires, c'est que pour les nouveaux visiteurs, cela n'a aucun sens. Par exemple, dans les résultats des mi-lourds pour la saison 2024, Rob Wilkinson et Deletsan Yagshimuradov ont le même nombre de points, alors que Wilkinson a perdu. C'est parce que les deux boxeurs ont remporté leur combat de saison régulière, mais seul Deletsan a gagné en phase éliminatoire. Donc, la PFL met à jour le bilan du combattant pour cette saison, mais ne prend même pas la peine de mettre à jour le tableau puisque les points ne sont plus pertinents. Ce serait comme si la Ligue des champions continuait à enregistrer le nombre de matchs d'une équipe après qu'elle ait déjà passé la phase de groupe, en affichant les résultats dans le tableau alors qu'elle était déjà terminée. Très bien. Mais pourquoi? Disons que vous voulez voir les résultats d'événements précédents. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Ou vous souhaitez simplement savoir qui fait partie de l'effectif de la PFL? Eh bien, parlez-vous de la saison régulière? Ou de l'une des 5 autres sous-ligues? Vous voulez regarder du contenu de la PFL?
Eh bien, presque tous les liens vers les chaînes Fast qu'ils hébergent ne fonctionnent pas. Et si jamais vous en trouvez un qui fonctionne, vous pouvez vous attendre à devoir vous inscrire à un autre service de streaming pour avoir le privilège de regarder d'anciennes saisons. Ce service de streaming ne prend même pas la peine de fournir une vignette. Ils ont 5 onglets séparés pour regarder toutes les différentes sous-ligues, alors qu'en réalité, ils vous redirigent tous vers le même DAZN de toute façon. Auquel oui, vous devrez aussi vous inscrire. Maintenant, disons que vous le faites. Vous vous forcez à apprendre les règles, les sous-ligues, l'effectif en grande partie inconnu, et vous décidez de vous procurer du merchandising PFL pour prouver à quel point vous êtes fan. La première chose que vous verrez en cliquant sur la boutique PFL, des produits Bellator. La priorité numéro 1 en ce moment, honnêtement, ce serait de redesigner le site web, le rendre plus intuitif. Je n'arrive pas à trouver les cartes. Je n'arrive pas à trouver les horaires de début. Il faut trouver un moyen de faciliter l'accès des fans à vos combats. Alors, vous êtes à 2 doigts de jeter votre écran par la fenêtre la plus proche. Frustré et dans une ultime tentative de donner une chance à la PFL, vous interrogez leur chatbot pour comprendre comment fonctionne la ligue. Apparemment conscient de son incompétence, le chatbot va ignorer votre question, supplier qu'on l'aide, et vous demander si vous cherchez un emploi. Il ne devrait pas être surprenant pour le spectateur d'apprendre qu'en tant qu'entreprise, la PFL perd des millions de dollars chaque année. Mais le problème de la PFL, ce n'est pas qu'elle manque d'argent. Elle dispose de nombreux investisseurs fortunés, offrant pratiquement un chèque en blanc. Le problème, c'est que l'UFC a déjà verrouillé le marché des combattants avec des contrats coercitifs. L'extension, c'est parce qu'ils disent que si vous refusez un combat, ils peuvent prolonger votre contrat. Pendant 6 mois ou quelque chose comme ça, si vous êtes blessé mais apte à combattre, ils peuvent prolonger votre contrat de 6 mois. S'ils veulent vous payer, ils peuvent vous payer. Mais le problème, c'est que si le contrat place ces gars dans un carrousel de disponibilité si rare et espacé, alors ça ne change pratiquement rien, peu importe combien d'argent vous avez. Non, tu as raison. Cela signifie que la seule façon pour la PFL d'acquérir assez de talent pour rivaliser, c'est qu'une législation soit mise en place permettant aux combattants de mettre leur talent aux enchères auprès de différents promoteurs. Ce qui revient à imaginer que le procès des boxeurs soit déjà terminé et que le juge ait statué en disant « Chaque contrat UFC aura une durée maximale de 2 ans, quoi qu'il arrive, n'est-ce pas ?» Eh bien, là c'est un tout autre jeu. Je veux dire, c'est un jeu complètement différent. La chose la plus importante à reconnaître à propos du PFL, c'est que chaque décision qu'ils prennent est basée sur ce que les investisseurs pensent pouvoir se vendre. Ils comprennent très peu ce que les fans de MMA veulent réellement. Ils ne semblent pas comprendre que des tonnes de gadgets n'améliorent en rien l'expérience des fans, mais donnent plutôt l'impression de vendeurs de potions miracles. On ne peut pas prétendre être plus méritocratique que l'UFC. Et ensuite créer une division spéciale pour les favoris de votre entreprise. Et organiser un concours de popularité pour déterminer combien les gens seront payés à la fin de la soirée. Vous ne pouvez pas attirer un nouveau public tout en proposant un produit encore plus compliqué que ce à quoi il est habitué. Et vous ne pouvez pas résoudre le problème de la monopolisation par l'UFC simplement en y jetant plus d'argent. La PFL est apparue sous les projecteurs comme une véritable alternative à l'UFC, censée révolutionner la rémunération des combattants et les pratiques commerciales. Mais quand on prend du recul, on voit qu'il s'agit en réalité de 3 millionnaires dans un manteau, prétendant d'être un promoteur éthique, nous laissant exactement là où nous avons commencé. Une fois qu'on enlève les fausses promesses et les gros chèques des investisseurs, qu'est-ce que la PFL au juste?